Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, notre podcast va nous mener dans le Loir-et-Cher, plus précisément à Fredval. Nous sommes en juillet 1194. Les royaumes d'Angleterre et de France sont en guerre. Philippe Auguste et son armée se replient face au roi d'Angleterre qui vient de prendre les villes voisines de Châteaudun, Tours et Loches. Le roi de France n'a d'autre choix que de se replier sur ses forteresses stratégiques dans le Loir-et-Cher. Mais contre toute attente, l'armée de Richard, plus rapide, plus agile, le surprend près de la forêt de Fredval. Les premières heures sont un véritable chaos. Peut-on vraiment parler de bataille ? Les Français, pris par surprise, sont déstabilisés et malgré une tentative de contre-attaque, le désastre est consommé. Les troupes françaises se désagrègent sous le choc. La déroute est complète. Philippe, contraint de battre en retraite, laisse derrière lui plus que des hommes. Il abandonne une grande partie de son trésor royal. Une humiliation qu'il n'oubliera pas. Cédric Delaunay, bonjour. Bonjour Eric. Nous allons revenir avec vous sur cette déconfiture française de Fredval le 5 juillet 1194. Nous sommes dans le Loir-et-Cher, au nord de Vendôme. Donc c'est bien ça. Alors la surprise, elle vient d'une inégale mobilité des troupes. Face à l'armée française, qui est composée essentiellement de chevaliers lourdement armés, mais surtout d'un énorme convoi de chariots qui transportent notamment les archives que ne manque pas de transporter avec lui le roi de France, se retrouve pris d'assaut par une armée beaucoup plus mobile, composée essentiellement d'archers et d'arbalétriers. Cette bataille de Fredval oppose les forces françaises du roi Philippe Auguste aux forces anglaises, ou prétendues telles, du roi Richard Cœur de Lion. Est-ce que cette guerre dans laquelle prend place la bataille de Fredval a commencé depuis longtemps ? Alors c'est un affrontement qui relève des guerres féodales. Il faut remonter pour cela 2 générations avant. Et d'un mariage entre Geoffroy V, comte d'Anjou, et Mathilde l'emperesse, fille du roi d'Angleterre Henri II. Alors ils se marient et ils ont un fils qui sera Henri II. Alors Henri II, il a quand même plusieurs casquettes. Il est duc de Normandie, comte d'Anjou et roi d'Angleterre. Et ce Henri II, qui est déjà largement doté, il épouse Aliénor d'Aquitaine, qui a été rejetée par Louis VII, et ce qui est une erreur absolument stratégique. L'Aquitaine de cette époque n'a rien à voir avec l'Aquitaine d'aujourd'hui, c'est un territoire qui est beaucoup plus vaste. Oui, c'est un territoire qui est beaucoup plus vaste, qui couvrirait un large sud-ouest actuel. Et ces mariages, ces alliances placent le roi d'Angleterre Henri II en situation de vassalité par rapport au roi de France Louis VII, donc vassal en tant que comte d'Anjou et duc de Normandie. C'est bien ça, sauf qu'on a un vassal qui est bien plus fort que son suzerain. Si on prend l'ensemble des terres, ce sont des terres très vastes déjà, mais extrêmement riches. Et donc on a un suzerain et un roi de France qui est très faible face à ce grand prince féodal. Oui, on se souvient que le duc d'Aquitaine, le père d'Aliénor, se comportait carrément en roi sur ses terres, avec une cour brillante, avec une indépendance par rapport au pouvoir royal. Voilà, et donc jusque dans les années 1160, on a un affrontement qui reste assez ponctuel, périphérique, assez typique en fait des conflits de type féodal. Oui, vous parlez même de guerre froide par rapport à ce conflit. Oui, c'est une guerre froide et à un côté je t'aime moi non plus. À des moments, oui, je respecte mes serments de vassalité, puis à des moments, je prends un peu mes distances. Et effectivement, je mets un peu de faste dans ma présentation qui fait qu'en fait, je suis bien plus puissant que toi et je te le fais quand même remarquer. Et tout bascule lorsque Louis VII répudie Aliénor d'Aquitaine, ou est-ce que c'est un événement parmi d'autres qui amène à une situation nouvelle ensuite ? Oui, là, on a un vrai basculement parce que le mariage d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine va être très prolifique. Ils vont avoir 9 enfants. 9 enfants, alors la monarchie, c'est quand même un système fragile. Soit il n'y a pas d'enfants mâles et c'est la crise,
soit il y en a beaucoup, et donc bien sûr, ça suscite beaucoup de tensions entre les frangins pour récupérer la couronne. Et les frangins, on en connaît deux qui sont passés à la postérité pour des raisons souvent littéraires et cinématographiques, c'est Richard Cœur de Lion et Jean Santerre. Voilà, et Jean Santerre, effectivement, qui a toujours le mauvais rôle face au très noble Richard Cœur de Lion, même si les rapports entre les deux ne furent pas aussi conflictuels que dans le dessin animé. Et le roi de France dans tout ça. Donc Louis VII a perdu gros en répudiant Aliénor, on vient de le voir. Il a finalement donné l'Aquitaine au roi d'Angleterre. Et son fils Philippe, de quelle situation hérite-t-il lorsqu'il monte sur le trône? Alors, Philippe Auguste hérite d'une situation tendue. Alors, il va essayer en fait de jouer sur les rivalités entre les frères, notamment Jean Santerre et Richard Cœur de Lion, pour susciter en fait des divisions internes qui existent de facto parce que la pensée moderne d'un État dans lequel le roi possède tout, c'est pas la pensée du XIIe siècle. En fait, ces gens gèrent un territoire comme ils gèrent ça de façon familiale. C'est-à-dire que tel frère prend le contrôle de tel duché, de tel comté, et ce qui va entretenir ces rivalités. Et donc le roi de France, de façon très fine, va appuyer l'un contre l'autre et faire des retournements d'alliance permanents pour justement asseoir son autorité. Un autre détail, une autre caractéristique de cette époque, c'est qu'on parle de roi d'Angleterre, mais le roi d'Angleterre de l'époque est très peu anglais. Henri II est un Plantagenet, il meurt à Chinon, il ne meurt pas en Angleterre. Donc nous sommes dans une rivalité finalement assez franco-française. C'est très franco-français, hein. Richard Cœur de Lion, présenté comme le roi anglais par excellence, n'y a passé que quelques mois. Sa vraie terre, c'est l'Anjou, c'est l'Aquitaine, hein. C'est d'ailleurs là où il va mourir. Il n'a jamais véritablement mis les pieds en Angleterre. Et la croisade initiée donc dans les années 1190 est un événement fondamental à la fois d'un point de vue de l'histoire générale de l'Europe et de la chrétienté, mais également dans les relations entre le roi de France Philippe Auguste et le roi d'Angleterre. Oui, alors c'est une croisade qui intervient 1 an après la mort d'Henri II à Chinon, que vous avez évoqué. Et Philippe Auguste et Richard partent ensemble en amitié, en croisade, à l'été 1190. Alors, ils ont fait promettre à leurs vassaux respectifs de ne pas lancer de conflits les uns contre les autres, et donc on a une sorte de pacification qui va durer 3 ans. Alors, en Terre Sainte, bon, ça se passe de façon un peu compliquée entre anglais entre guillemets et français, chacun cherchant à tirer le maximum de prestige de son pèlerinage armé. Mais on va dire que ça tient. Ça tient jusqu'à ce que l'annonce tombe, l'annonce incroyable. Richard Cœur de Lion, qui était sur la voie du retour, est capturé par l'empereur du Saint-Empire romain germanique. On connaît la suite, ou on croit la connaître. Robin des Bois et tout, Ivanhoé, c'est quelque chose de très, très romanesque. Bon, on va revenir un petit peu à l'histoire. Ce retour de croisade compliqué pour Richard Cœur de Lion va marquer finalement le début des franches hostilités avec le Royaume de France. Oui, parce qu'en fait, il passe 1 an en prison entre 1193 et le printemps 1194, et donc c'est son petit frère, Jean Santerre, qui devient régent d'Angleterre. Et là, Philippe Auguste, qui a fait un retour tranquille de croisade, va voir Jean Santerre en lui disant que ramener son frère de prison, c'est peut-être pas la chose la plus pressée à faire. Et donc, en échange d'un soutien politique et diplomatique, apporté à Jean Santerre, qui pourrait devenir tout compte fait un grand roi à la place de son frère qui croupit en prison, eh bien, Philippe Auguste récupère Tours et les forteresses périphériques, Loches, Montbazon, Amboise, Montrichard, ce qui lui permet de se repositionner en Touraine, dont il avait perdu le contrôle quelques années auparavant. À son retour de croisade, Richard Cœur de Lion, donc à son retour de croisade et de captivité, se trouve face à une situation qu'il n'apprécie guère. Et on imagine qu'il va vouloir tout faire pour rétablir les choses en sa faveur. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Nous voici arrivés au printemps 1194. Les hostilités ont débuté entre Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion. Et que se passe-t-il exactement pendant ce printemps et
Comment en arrive-t-on à Fredval? Donc Richard a eu l'intelligence politique de ne pas régler ses comptes avec son frère, il lui a pardonné ses errances passées, et il prend la tête d'une puissante armée qui débarque sur le continent, et le 28 mai, il entre à Évreux, à la mi-juin, il arrive à Châteaudun, puis poursuit sa route victorieuse en faisant tomber Tours, puis Loches. Donc l'idée de Richard est de reprendre toutes les places fortes qui ont été cédées au roi de France par son frère. Oui, l'idée c'est de reconquérir ce qu'il considère comme étant son territoire, son fief, et donc il va réaffirmer ses droits vassaliques sur l'ensemble des grands féodaux de la région. D'accord. Et dans ce contexte-là, le comté de Blois est un élément stratégique de sa politique. Oui, on est en fait sur la zone frontière, hein, sur cette zone frontière qui a été depuis les guerres, hein, du début du millénaire, hein, avec des Fulquenéras, etc. C'est vraiment une zone tampon entre cette région qui est plutôt sous la domination des Angevins et l'autre sous la domination des Blésois et donc, in fine, du roi de France. Donc nous sommes en mai 1194 et la campagne commence. Et donc là, après une série de victoires qui mènent Richard d'Évreux à Châteaudun, Tours et Loches, avec toutes les forteresses qui tombent les unes après les autres, là, Philippe Auguste, il est obligé de se replier sur le Blésois, où il espère trouver refuge dans des forteresses solides à Fredval et à Vendôme pour faire reposer son armée et ensuite, effectivement, espérer contre-attaquer avant la fin de l'été. Est-ce qu'il y a une véritable différence de qualité, de combativité entre les armées de Richard et les armées de Philippe? Alors Philippe est entouré essentiellement d'une troupe, on va dire, assez classique dans sa formation médiévale. C'est-à-dire que le gros de l'armée, ce sont des chevaliers lourdement armés qui sont un petit peu, alors si on faisait un anachronisme, ça serait un peu les tanks de l'époque. C'est-à-dire que quand vous avez effectivement des chevaliers alignés sur plusieurs rangées et qui chargent, ça vous balaye des fantassins. Voilà, un chevalier lancé, il tue 30, 40 fantassins au sol. Tout ça, ça nous amène à Fredval. Que se passe-t-il à Fredval ce 5 juillet 1194? Eh bien justement, il y a un différentiel de mobilité et d'agilité. L'armée française est assez lourde et pataude. Pourquoi? Parce que derrière un chevalier, ça nécessite derrière lui tout un tas d'écuyers, toute une logistique assez compliquée pour pouvoir assumer les besoins à la fois du cheval en lui-même, mais aussi du cavalier, qui est un noble, et en tant que noble, il ne peut pas se déplacer sans un certain nombre de fastes, et tout ça, ça prend de la place et ça pèse lourd. Il faut des chariots pour transporter toute une compagnie derrière lui, et donc là, forcément, on a une troupe qui se déplace lentement. Et les Anglais sont beaucoup plus mobiles, beaucoup plus souples. Oui, les Anglais ont, alors certes, il y a des chevaliers, mais ils sont beaucoup moins nombreux, et ce qui compose l'essentiel des troupes, ce sont des fantassins, notamment des archers, Les archers gallois, les fameux archers gallois avec leurs arcs longs, le longbow, le longbow, effectivement, qui était méprisé par les Français, considérant que ce n'est pas une arme noble. pas noble, non, ça. Non, c'est pas noble, mais c'est rudement efficace. C'est rudement efficace parce que ça se charge beaucoup plus vite qu'une arbalète, et on a une fréquence de tir absolument énorme, hein. Un bon archer peut tirer 4-5 flèches à la minute, et donc on a des volées de flèches qui tombent sur non pas tant les chevaliers, mais que sur les chevaux. Sur les chevaux, bien sûr. Et Fredval est une bataille rangée ou est-ce que c'est plus un combat de rencontre? Comment est-ce qu'on pourrait qualifier cette bataille? Ce n'est pas une bataille de rencontre, justement. L'espérance de Philippe, c'était une bataille classique sur un champ plat, où là, effectivement, la supériorité des cavaliers aurait fait merveille. Sauf que Richard se déplace extrêmement rapidement et en fait va cueillir l'armée française au dépourvu au petit matin du 5 juillet, alors que ceux-ci étaient en train de lever le camp en direction de Vendôme. Et là, ils se font couper en deux, effectivement, et prendre par surprise par l'armée anglaise. D'accord, donc c'est une armée française qui n'était pas prête au combat, qui doit livrer bataille. Non, non, elle n'est pas prête au combat. Et effectivement, les fantassins leur tombent à bras raccourcis dessus, alors qu'ils étaient en plein préparatif de chevaucher en direction de Vendôme. Et là, ça les désorganise complètement. Et signe de la défaite et d'une défaite cinglante,
le trésor royal tombe entre les mains de Richard. De quoi se compose ce trésor royal? Alors, le trésor royal, il y a effectivement un certain nombre de sommes numéraires, enfin, il y a de l'argent, mais c'est pas ça l'essentiel. Il faut là aussi ne pas faire d'anachronisme. Le roi de France, au XIIe siècle, n'est pas un roi qui apparaît comme naturellement légitime à la plupart de ses vassaux. Et donc, il doit sans cesse leur prouver qu'ils sont bien ses vassaux. Et donc, il trimballe avec lui des convois où il y a des archives. Alors, ces archives, ce sont des chartes, ce sont des traités qui prouvent que les ancêtres des vassaux sont bien vassaux depuis 2, 3, 4, 10 générations auprès de la famille capétienne. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut imaginer le roi de France qui doit aller dans chaque forteresse et en lui disant « Hé, t'oublies pas, je suis ton suzerain. Et donc, tu dois m'obéir, tu dois me fournir des hommes, tu dois me fournir le gîte, le logis, pour que je puisse effectivement circuler librement sur mon territoire, entre guillemets. » Richard fait main basse sur le trésor royal. Richard fait main basse sur les archives de Philippe. C'est un coup extrêmement dur porté au roi de France. Et en réaction, Philippe va prendre une décision qui est celle de centraliser toutes ces archives, tous ces documents à Paris. Il va les transférer donc dans un corps qui s'appelle le Trésor des Chartes. C'est l'ancêtre des Archives nationales. Et ils seront transférés en 1231 par Louis IX, qui désormais créera les archives au palais de la Cité, puis à la Sainte-Chapelle, ce qui permettra de garder en lieu sûr ces traités, ces archives absolument fondamentales pour légitimer le pouvoir royal. Finalement, on est dans une des multiples évolutions qui vont conduire la France à devenir un État moderne, un État centralisé, un État avec une administration, un État avec un roi qui est pleinement dans sa capitale et qui va ensuite irriguer le pays avec son administration. On est effectivement dans cette période de transition entre un monde féodal, dans lequel ce qui compte, ce sont les liens vassaliques, c'est les situations liées à des mariages, et on voit toute une politique matrimoniale qui vise à consolider sa base vassalique. Et là, on va transférer progressivement vers l'État moderne. Et donc, ce conflit entre l'Angleterre, entre guillemets, et la France, dire ça au XIIe siècle, c'est de l'anachronisme. Par contre, ça va devenir une réalité quand on va basculer dans la guerre de 100 ans, où là, la dimension nationale, qui dépasse l'attachement à des dynasties, va véritablement se faire jour. En tout cas, en France, Saint-Louis et Philippe le Bel sont passés par là et la France s'est structurée, l'État s'est vraiment développé à cette époque-là et on peut vraiment parler de conflit national à partir du XIVe siècle finalement, pas à cette époque-là, on est d'accord. Donc Fredval, un désastre qui va aboutir à la création donc, des futures archives nationales. Que se passe-t-il après Fredval? Alors, il y a ces archives nationales et il y a aussi un poste qui apparaît et qui existe toujours aujourd'hui. C'est le poste de garde des Sceaux. Alors, le garde des Sceaux, effectivement, ça sera le conseiller Guérin qui va être chargé à Paris de conserver ces archives. Et donc, on voit donc là un poste qui aujourd'hui est attaché à la fonction de ministre de l'Intérieur, qui naît à ce moment-là. Donc cette bataille de Fredval, finalement, dans le comté de Blois, dans la région de Vendôme, prennent naissance des institutions importantes de la France contemporaine. Ce n'est pas qu'une bataille, c'est une bataille avec une caractéristique militaire, une caractéristique donc guerrière entre deux adversaires, mais c'est également aussi un point de départ, c'est également aussi une étape importante dans l'évolution de la France vers un État moderne. Dans la construction de la France Dans la moderne. construction de la France, tout à fait. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Cédric Delaunay pour ce voyage dans le temps à la rencontre de Philippe Auguste et de Richard Cœur de Lion et cette évocation de la bataille de Fredval qui n'est pas une des batailles les plus connues de cette époque puisqu'on parlera souvent de Bouvines et d'autres affrontements et d'un certain donjon de Chalut, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, merci beaucoup et à une prochaine fois pour une rencontre au sujet d'un autre événement historique. Je rappelle que vous êtes l'auteur des grandes dates du Loir-et-Cher, paru récemment, et que j'invite tous les auditeurs à consulter pour plus d'informations. Merci beaucoup.
Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icionregion.fr.